Yo, salut tout le monde, c'est Fire4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 7 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Oui, je suis un petit peu à la bourre, mais bon, j'ai décidé de vous la faire maintenant. De toute façon, le chapitre 8 n'est pas encore sorti. Vous aurez certainement le chapitre 8 courant de la semaine. Donc dans ce chapitre, un chapitre assez intéressant, on continue toujours dans le délire donc, des chasseurs, des mangeurs de dragons, donc des chasseurs mangeurs de dragons, c'est-à-dire la 5e génération de chasseurs de dragons. Et donc ces mangeurs de dragons, il y en a deux déjà qui vont arriver dans ce chapitre-ci. On aura toujours la première qui est vraiment assez overcheatée, donc elle va un peu se battre encore contre Natsu, contre Grey, etc. Elle va réussir à contrer les sorts de Grey très facilement. On va se rendre compte que Lucy est encore capable d'utiliser de la magie d'Aquarius, donc ça c'est plutôt assez intéressant, même si normalement on le savait déjà, mais là elle peut vraiment encore s'en servir, limite comme si Aquarius était encore là, donc c'est plutôt intéressant. Donc elle se sert de ses pouvoirs contre son adversaire, mais elle se fait facilement contrer, encore un peu du fanservice à la Mashima avec Lucy qui perd ses fringues, parce que cette chasseuse de dragons a la capacité de trancher quasiment tout avec son épée, et donc elle tranche très facilement le maillot de Lucy. Grey, qui est exhibitionniste, se retrouve à poil, mais sans en fait qu'elle ait coupé son maillot. Il dit ouais, t'as coupé mon maillot, mais en fait il s'est foutu à poil comme ça, donc voilà, petite vanne toujours habituelle, les petites vannes de Grey, les petites vannes de Lucy, voilà, toujours un peu du classique, du fanservice classique. Mais ça passe toujours assez bien dans Fairy Tail, c'est toujours le cas. Donc UDA également, donc, qui est le dessinateur de cette suite de Fairy Tail, dessine toujours très bien. C'est toujours, comme je vous dis, scénarisé par Hiro Mashima lui-même. Mais franchement, d'ailleurs, on le voit, il y a toujours les petites vannes à la Mashima. Et d'ailleurs, c'est ça qui est plutôt très intéressant, parce qu'on voit qu'il peut faire plusieurs trucs différents. Il est capable de faire du Fairy Tail pur et dur, et puis du Eden Zero qui se détache quand même de plus en plus de Fairy Tail. Et donc c'est plutôt très intéressant à ce niveau-là, et de voir donc que Hiro Mashima est vraiment un grand auteur. Donc ici, de toute façon, pour ceux qui veulent leur dose de Fairy Tail, lisez ceci, et si vous ne voulez pas votre dose de Fairy Tail, lisez Eden Zero. Voilà, c'est deux œuvres franchement assez intéressantes. Donc pour en revenir à la suite du chapitre, Erza s'apprête donc à se friter contre cette chasseuse de dragons, cette Dragon Slayer, mais elle est contrée très facilement par le sbire, un des alliés de cette Dragon Slayer, parce qu'ils sont plusieurs membres dans cette guilde de mangeurs de dragons. Et donc ce deuxième dragon, ce deuxième chasseur, ce deuxième Dragon Slayer, qui a mangé, lui, un dragon appelé dragon armuré. Et donc il a en fait son corps qui est tout simplement super blindé. C'est un mec armure, quoi. C'est une armure vivante à lui tout seul. Et très facilement, il va contrer l'épée d'Erza, c'est-à-dire que Erza va en fait lui donner un coup d'épée de toutes ses forces en plein sur sa tête, mais le mec n'aura tout simplement rien senti. Donc on se rend compte qu'au final, donc après avoir galéré contre Acnologia et avoir énormément progressé et avoir toujours progressé, on se rend compte qu'au final, ils ont toujours des adversaires qui sont à leur hauteur. Nous, on pensait, et beaucoup de youtubeurs pensaient que maintenant, ils allaient être overcheatés et que cet arc allait être très vite expédié, cette suite, cet arc quête de 100 ans allait être vite expédié parce que c'était beaucoup trop puissant. Mais au final, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que bon, ici, Natsu n'a pas l'avantage, bien sûr, contre cette Dragon Slayer, tout simplement parce qu'il est sous l'eau. C'est un dragon de feu, un chasseur de dragons de feu, et donc tout simplement utiliser du feu sous l'eau, c'est impossible. Donc il n'a pas l'avantage du tout, il est complètement handicapé par ça, et c'est pour ça qu'il perd facilement contre cette Dragon Slayer. Mais il aurait, à mon avis, quand même eu un petit peu de mal à la surface également, parce qu'on se rend compte quand même que cette Dragon Slayer, que cette guilde de chasseurs de dragons, est quand même vraiment over-cheatée. Et donc ici on se rend compte avec une chasseuse de dragons qui maîtrise une épée très facilement, aussi bien, si pas mieux que Erza, un Dragon Slayer aussi solide que de l'acier, que du métal. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir d'autre? On pourrait certainement avoir des Dragon Slayer soigneurs, pourquoi pas, qui pourraient éventuellement soigner leurs alliés et donc tout simplement faire une combinaison, un team-up, c'est-à-dire par exemple un guerrier super puissant en défense, un guerrier super puissant en attaque, combiné avec quelqu'un pour les soigner lorsqu'ils sont blessés, ça peut faire une équipe vraiment du tonnerre, du feu de Dieu, qui pourrait mettre vraiment à mal Fairy Tail, qui pourrait mettre à mal Natsu, etc. Voilà, donc il y a de petites combinaisons comme ça qui peuvent être très bons pour la suite et qui peuvent leur mettre des difficultés malgré leur niveau très haut. Et donc franchement, grâce à tout ça, on voit que Fairy Tail, la quête de 100 ans, pourrait très bien durer une centaine de chapitres, et ça c'est très intéressant. Ce qui est encore de plus intéressant, c'est qu'on se rend compte donc que l'espèce de gros serpent qui était censé être, enfin, d'après elle, le dieu dragon de l'eau, qu'elle avait bouffé en pensant que c'était le dieu dragon de l'eau, puis qu'elle avait dit que non, c'est pas le dieu dragon de l'eau, c'était juste une petite merde, un petit serpent. On apprend en fait que ce serpent servait en fait de serviteur au dieu dragon de l'eau, qu'il était censé capturer donc cette Dragon Slayer pour l'amener
au dieu dragon de l'eau qui lui l'aurait sacrifié. En fait, c'était juste, on va dire, un serviteur, un transporteur et non pas un dragon de l'eau ou quelqu'un qui aurait été censé bouffer le sacrifice. Non, il était juste censé amener le sacrifice d'un endroit A à un endroit B. Bon, du coup, elle l'avait tué, du coup, ça a mis en colère le dieu dragon de l'eau. Et d'ailleurs, à la fin de ce chapitre, ce qui est très intéressant, c'est que le dieu dragon de l'eau en personne arrive sous sa forme humanoïde. Il fait carrément trembler les eaux, provoquer des ouragans, des tsunamis, etc. Et il ouvre la mer en deux comme Moïse. Et il se retrouve donc en volant dans une espèce de bulle d'eau devant eux. Et il annonce: ma mer est agitée. Et donc on se rend compte que peut-être que les dragons, les 5 dragons, les Pantric dragons, en fait, possèdent chacun un territoire. Ça pourrait être assez intéressant. C'est-à-dire que Elmina et a fortiori la mer autour pourraient donc appartenir au dieu dragon de l'eau. Si on a par exemple un dieu dragon de la terre, est-ce qu'il il aura peut-être des falaises, des montagnes qui lui appartiendraient. Ça pourrait être intéressant, ça voudrait dire que chacun des Pantric dragons a une partie du royaume qui lui appartient ou auquel il dirige ce royaume, un petit peu comme un tyran, parce qu'on va dire que les dragons normalement sont considérés quand même comme des ennemis, des dangers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont chassés et c'est pour ça qu'il y a une quête pour tout simplement les sceller, se débarrasser d'eux. Donc c'est qu'à mon avis, ils sont pas non plus tout à fait clairs, tout à fait nets et qu'ils agissent un peu comme des tyrans dans leur royaume. Et donc, il faudrait réussir donc à les vaincre pour protéger le royaume, pour un peu s'approprier les nouveaux territoires et peut-être mettre un nouveau sbire à la place. Est-ce qu'au final, on aura peut-être un délire de trahison après, c'est-à-dire en fait que les Pantric Dragons, peut-être, petite théorie, ne seront pas en fait maléfiques, mais que le maître de guilde, de la guilde, je sais plus, c'est lui qui a donné en tout cas la quête de 100 ans, est-ce qu'au final, ce serait peut-être un traître et qu'il voudrait se débarrasser des dragons pour pouvoir prendre lui-même le contrôle du royaume? Ça pourrait être assez intéressant et ça voudrait dire que ça serait lui l'adversaire final de cet arc, de cette quête de 100 ans, et ça pourrait être très cool, et ça pourrait carrément un petit peu renverser la situation et tout ça. Ça pourrait être très intéressant pour le scénario. Bon, je sais pas si Hiro Mashima le fera, ça reste du Fairy Tail, il fait plutôt ça dans Maiden Zero, mais bon, on verra s'il le fait. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour ce chapitre qui était franchement très